Tu t'es déjà demandé pourquoi ton anxiété se déclenche dans des situations bien spécifiques? Pourquoi ta collègue anxieuse arrive à prendre l'avion tranquille alors que toi, rien que l'idée d'être coincé dans une soirée te fait absolument paniquer? Pourquoi ton amie anxieuse est angoissée à l'idée de prendre la parole devant du monde et toi, ça t'angoisse pas spécialement? Pourquoi ta copine anxieuse peut courir un marathon et toi t'es angoissée après avoir monté à peine quelques escaliers parce que ton cœur s'accélère? C'est pas un hasard et c'est pas dans ta tête. La réponse, elle est dans ton passé et dans ta mémoire traumatique. Ton anxiété aujourd'hui, c'est un moyen que ton système nerveux a trouvé pour te maintenir en vie suite à des traumatismes que tu as vécus dans ton passé. À un moment donné de ta vie, ton système nerveux a cru que c'était la meilleure option pour toi pour te protéger et donc c'est devenu ancré dans ta mémoire. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce que tes comportements anxieux révèlent de ton passé et de tes traumas du passé. On va passer en revue les 6 comportements anxieux les plus courants et pour chacun de ces comportements, je vais te montrer ce que ton système nerveux a probablement vécu pour en arriver là. Mais avant de commencer, je dois te parler des traumatismes. Quand on utilise le mot traumatisme, entre nous, on est d'accord qu'on pense souvent directement à un truc assez grave, marquant, un événement horrible, terrible, comme un accident, une agression, un un enlèvement, etc. Et oui, c'est bien des traumatismes, effectivement, et on les appelle des traumas avec un grand T, en majuscule. Mais il existe aussi d'autres traumatismes dont on parle beaucoup moins parce qu'ils semblent moins graves en soi. C'est les traumas avec un petit t en minuscule. C'est une expérience qui, vue de l'extérieur, a l'air banale, mais qui finalement ne l'est pas du tout. Tu sais, un petit truc répété pendant des années, vécu par un enfant sensible, ça laisse des grosses empreintes profondes, aussi grandes qu'un gros choc. Chaque personne vit les choses à sa manière, avec sa sensibilité, et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas négliger ces traumas avec petit t. Un trauma avec petit t, c'est par exemple un divorce des parents quand on était enfant, une séparation, un déménagement, des parents qui travaillaient beaucoup et qui étaient très absents, des remarques répétées sur ton corps, une ambiance imprévisible à la maison, un amour qui n'arrivait que quand tu étais une petite fille sage et parfaite. Moi, par exemple, petite, j'étais obligée d'aller chez mon père, mes parents étaient séparés, et je devais le faire un week-end tous les 15 jours. Alors que pour moi, c'était juste horrible. J'ai demandé plein de fois à mes parents, des milliers de fois, de ne pas y aller, et on m'a obligée, et c'était impossible de dire non contre des punitions. Et devine ce qui, des années plus tard, me déclenche des crises d'angoisse, ou du moins me déclenchait des crises d'angoisse. J'ai réussi à venir effacer ces traumatismes de ma mémoire traumatique. Ce qui me déclenchait des crises d'angoisse à l'époque, c'était les situations où je me sentais bloquée quelque part. Le train, les files d'attente, les soirées où je pouvais pas m'échapper. J'ai mis du temps à comprendre et faire le lien entre ces deux choses. En fait, je pensais que j'étais juste bizarre et qu'il y avait juste un hasard et que c'était un hasard. Alors qu'en vérité, l'hasard n'existe pas quand on parle de psychologie ou de santé mentale. C'était ma mémoire traumatique qui a retenu que les endroits où je ne peux pas sortir, c'est dangereux parce que je ne pourrai encore moins sortir une fois que j'y suis. Alors mon système nerveux et mon cerveau m'ont formé à éviter ces lieux-là. Je veux vraiment que tu comprennes qu'un traumatisme, ça ne se mesure pas à la taille de l'événement, ça se mesure à ce qu'il s'est passé à l'intérieur de toi quand a eu lieu cet événement. Un petit truc répété pendant des années vécu par un enfant sensible, en pleine construction, vulnérable comme un enfant, sans aide d'un adulte, ça peut laisser une empreinte aussi profonde qu'un gros choc. Chacun vit les choses à sa manière, avec sa sensibilité. Alors, compare jamais ton histoire à celle des autres et en te disant j'ai pas le droit d'être anxieuse parce que j'ai rien vécu de grave. Si ton système nerveux a enregistré du danger, c'est que pour toi, c'était grave. Point. Ta souffrance d'aujourd'hui, elle est légitime. Ton anxiété existe bien et elle est légitime. Peu importe ton passé, peu importe la gravité de ce que tu as vécu, si ça t'a laissé une trace aujourd'hui, c'est que c'était grave. Point. Bon, maintenant que tu as bien compris ça, on va passer en revue les 6 comportements anxieux les plus courants et ce qu'ils révèlent de ton vécu, de ton passé et des traumas de ton passé. Et s'il te plaît, partage-moi dans les commentaires où tu t'es reconnu et si ces traumas te parlent vraiment.
Comportement anxieux numéro 1, tu scannes ton corps en permanence. Le moindre battement de cœur un peu rapide, le moindre vertige, la moindre sensation bizarre égale alerte générale. Tu gogolises tes symptômes, tu prends ton pouls, tu as toujours une petite partie de ton cerveau qui surveille ce qu'il se passe en toi. Alors d'où est-ce que ça vient tout ça, ces comportements anxieux? Eh bien, d'un événement dans ton passé qui t'a fait perdre confiance en ton corps et en sa capacité à te maintenir en vie. Peut-être que tu as fait une première crise d'angoisse, sortie de nulle part, et que tu as fait peut-être un malaise en public ou tu as cru que tu allais en faire un. Peut-être que tu as vécu une urgence médicale. Peut-être que tu as vu un proche tomber malade brutalement. Ou peut-être que c'est toi. Tu as peut-être vu un parent qui a fait un infarctus, une maman hospitalisée. Ou peut-être qu'on t'a surveillé beaucoup quand tu étais enfant. On surveillait ton corps, t'es sûr que ça va, est-ce que t'as pas de fièvre, etc. La leçon que ton système nerveux a retenue, c'est que ton corps peut lâcher à tout moment sans prévenir. Donc, il te pousse à surveiller H24 tes symptômes, tes sensations pour anticiper la prochaine situation où ton corps pourrait te lâcher. Et aujourd'hui, ça peut avoir pris plein de formes sournoises dans ta vie, sans que tu fasses vraiment le lien. Par exemple, tu vas éviter le sport intense au cas où ton corps montrait trop. T'arrêtes le café, l'alcool, tout ce qui crée des sensations dans ton corps. Tu pars jamais sans ta bouteille d'eau ou tes médicaments de secours. Et avant chaque sortie, tu fais un petit scan intérieur de ton corps et tu te sens jamais assez bien pour y aller. Sans t'en rendre compte, tu organises ta vie entière autour de ton état corporel. C'est super sournois, mais c'est réel. Et cette hypervigilance envers ton corps, cette surveillance constante, c'est un moyen qu'a trouvé ton système nerveux pour se rassurer et se dire ok, on va bien rester en vie. Comportement anxieux numéro 2, tu évites, tu annules, tu fuis les situations. Tu évites tout ce qui pourrait te coincer dans un endroit. Le cinéma, c'est pas ouf, mais alors dans la rangée du milieu, entouré de personnes, c'est horrible, limite jamais tu le fais. Les transports en commun, c'est horrible. Le métro, ça va encore parce qu'il y a pas mal d'arrêts. Mais l'avion, c'est l'enfer. Et encore pire si t'es du côté du hublot. Et encore pire si c'est des vols long courrier. Les files d'attente, c'est horrible quand tu as beaucoup de courses parce que tu sais bien que tu peux pas abandonner ton caddie comme ça. Les soirées sans voiture pour rentrer. Bref, tu repères toujours les sorties, les toilettes pour t'isoler. Alors, les sorties c'est mieux, les toilettes c'est pas incroyable, mais c'est mieux que rien évidemment. Et donc, ta vie rétrécit doucement mais sûrement. Évitement après évitement, ça devient pire. Alors d'où ça vient? Soit tu as vécu une expérience de débordement dans un endroit dont tu ne pouvais pas sortir. Une crise d'angoisse dans un train, un magasin, une salle de classe, etc. Et ça, ta mémoire traumatique l'a retenu. Ou alors, encore plus profond que ça, une période de ta vie où tu étais littéralement coincé dans une situation que tu ne pouvais pas quitter. Une maison où tu te sentais très mal, mais c'était chez tes parents, tu ne pouvais pas partir. Des visites forcées, une école où tu étais harcelé, une situation ou un lieu où tu n'avais pas le choix de rester. Ou du moins, c'est ce qu'on t'a fait croire, c'est ce que les adultes autour de toi t'ont fait croire. C'est mon histoire en gros, avec les week-ends chez mon père. J'avais pas envie d'y aller, j'ai passé des années à croire que j'étais forcée d'y aller, de subir ça, et maintenant, dès que je me retrouve face à une situation qui ressemble à cette sensation que je vivais quand j'étais enfant, et qui m'a beaucoup blessée, ça réouvre cette blessure et ça peut me causer de l'anxiété. Du moins, c'est ce qui m'arrivait avant que je vienne effacer ma mémoire traumatique. La leçon que ton système nerveux a retenue, c'est que être coincé, c'est dangereux. Donc, tu vérifies toujours que tu peux partir si tu en as envie. Et si tu peux pas partir, tu vas pas. Et aujourd'hui, ça peut aussi s'être transformé de manière très sournoise dans ta vie. Par exemple, tu veux pas te marier pour pas être bloqué. Tu veux pas d'enfant pour garder ta liberté. T'es une personne pour qui la liberté est une des valeurs les plus fondamentales. Tu veux pas acheter de biens immobiliers parce que tu as peur d'être attaché à un lieu. Et si tu le fais quand même, toutes ces choses que je viens de te citer, eh bien tu peux ressentir de l'anxiété sans vraiment réussir à comprendre pourquoi. C'est ultra sournois. Mais n'oublie pas, la prochaine fois que tu veux fuir, éviter, annuler ou partir en courant d'un endroit, c'est pas que t'es lâche, c'est pas que t'es hyper chelou, c'est juste que t'as un système nerveux qui a appris à toujours avoir une porte de sortie au cas où pour éviter que tu souffres ou qu'il t'arrive quelque chose. Maintenant, parlons du comportement anxieux numéro 3. Tu penses beaucoup, beaucoup, beaucoup.
tout le temps. Tu rejoues toutes les conversations que tu as eues hier, parfois même celles d'il y a 10 ans en arrière, et tu ressens un malaise au fond de toi. Tu joues les conversations qu'il y aura demain au cas où pour te préparer. Tu simules celles de demain. Tu imagines 15 scénarios catastrophes avant chaque événement. Ton cerveau tourne en boucle jusqu'à 3 heures du mat et t'arrives pas à t'arrêter de penser. On te dit, hein, arrête de te prendre la tête, c'est bon, calme-toi, arrête de penser trop. Mais on est bien d'accord, on met pas un cerveau sur off comme ça, ce serait trop facile en fait. Alors d'où vient ce comportement anxieux? Souvent d'un environnement imprévisible. Un parent dont l'humeur changeait sans prévenir. De la colère au silence, ou aussi avec des problèmes d'alcool, de dépression. Tu as peut-être vécu des instabilités à répétition, des déménagements, des séparations, des soucis d'argent dont on te parlait à demi-mot devant toi enfant. Tu savais jamais dans quelle ambiance t'allais rentrer de l'école. Alors qu'est-ce que t'as fait? T'as appris à anticiper, à lire les visages des autres, à prévoir les orages, donc à penser plus. La leçon que ton système nerveux a retenue, c'est que la surprise, c'est le danger. Si tu penses à tout à l'avance et que tu appréhendes la situation, eh bien tu t'en protèges parce que tu te prépares. Et aujourd'hui, ça peut prendre des formes très sournoises que tu soupçonnes même pas. Par exemple, tu es incapable de prendre une décision sans demander l'avis de 15 personnes autour de toi. Tu relis 10 fois un message avant de l'envoyer. Tu répètes mentalement ce que tu vas dire avant chaque appel téléphonique. Tu repousses des grandes décisions comme des changements de job, déménagement ou quitter quelqu'un parce qu'il faut encore que tu réfléchisses. Tu crois que tu es quelqu'un de réfléchi, qui pense beaucoup, qui est très intellectuel, enfin qui intellectualise beaucoup. En vérité, ton cerveau, il refuse de trancher parce que se tromper, c'est se mettre en danger. Je te l'ai dit, c'est très sournois. Tu n'es pas une personne qui est trop dans ta tête ou qui réfléchit trop. Tu as surtout été une petite fille qui a appris à se protéger en réfléchissant plus pour appréhender les difficultés et t'en préparer. Comportement numéro 4, comportement anxieux numéro 4, tu veux tout contrôler. Tu dois tout maîtriser. Les plannings, les itinéraires, les listes, les plans B, les plans C. Avant de partir quelque part, tu vérifies les restaurants, les hôpitaux s'il n'y en a pas très loin. Tu prévois des plannings, bref. Et déléguer, c'est impossible pour toi. Ce serait mal fait. Et l'imprévu te met tellement en panique que tu veux pas que les autres gèrent pour toi. Lâcher prise, c'est un concept de gens inconscients pour toi. Mais alors, d'où est-ce que ça vient, ce comportement anxieux de vouloir tout contrôler? Ça vient souvent d'un enfant qui a été parentifié, c'est-à-dire des parents débordés, défaillants, et toi qui es devenu la petite adulte qui gère la maison, qui gère ses frères et sœurs. Peut-être que tes parents ont vécu un divorce chaotique et toi, tu devais contrôler ce que tu pouvais. Tes notes, ta chambre, tes affaires, et même tes frères et sœurs. Donc très souvent, tu es plutôt l'aîné. Tu traites souvent de la responsable, de celle sur qui on peut compter, celle sur qui tout repose beaucoup trop. Et la leçon que ton système nerveux a retenue de ces traumas, c'est que ce que tu ne peux pas contrôler va te blesser. Et lâcher prise, c'est prendre le risque de retourner dans ce chaos-là de l'époque. Et aujourd'hui, ça peut prendre plein de formes un peu plus sournoises, que tu remarques même pas. Par exemple, c'est toi qui gères tout dans ton couple, les vacances, les comptes, les rendez-vous, les cadeaux. Et tu veux pas qu'on t'aide. Et quand on t'aide quand même, parce que du coup tu es épuisé et tu veux qu'on t'aide quand même un petit peu, et ben finalement tu finis par repasser derrière, c'est jamais assez bien fait. T'arrives 20 minutes en avance partout et parfois ce besoin de contrôle se déplace même ailleurs dans ton quotidien. Pas seulement sur les plannings ou l'extérieur, mais sur toi-même. Ton alimentation, ton sport, ton poids, le ménage. Tu crois que tu es juste une personne organisée, mais en fait, tu as surtout très très peur de ce qu'il se passerait si c'était pas toi qui tenais le volant. C'est très sournois. Mais n'oublie pas, t'es pas une personne forcément rigide au fond de toi. Tu as surtout un système nerveux qui a appris beaucoup trop jeune que si tu gérais pas la situation, si tu ne contrôlais pas la situation, eh bien, c'était dangereux. Comportement anxieux numéro 5, t'es la bonne élève, la people pleaser. Tu dis oui à tout, tu détectes les besoins des autres avant même qu'ils les expriment. Le conflit te terrifie. Quand quelqu'un fait la tête, tu te demandes direct ce que tu as pu faire pour en arriver là, alors que c'est peut-être même pas forcément de ta faute. Tu t'excuses même quand c'est pas de ta faute. Et tes besoins à toi, ils passent toujours en dernier. T'oses pas t'affirmer, t'oses pas dire non, de peur de ne pas être aimé. Mais d'où ça vient?
Eh bien, de l'amour conditionnel que tu as reçu enfant, de l'affection des personnes adultes autour de toi qui n'arrivaient que quand tu étais sage, gentille, facile, performante, parfaite. Ou alors d'un parent dont la colère ou le silence, la bouderie, le retrait te terrifiaient. Alors t'es devenu le thermostat émotionnel de ta famille, celle qui sent quand l'orage arrive, avant tout le monde, afin qu'elle puisse faire revenir le calme. Celle qui apaise, celle qui arrondit les angles. La leçon que ton système nerveux a retenue, c'est que être aimé, c'est répondre aux besoins des autres avant les tiens. Et si tu rentres en conflit, tu risques de perdre l'amour des gens autour de toi et de te faire abandonner. D'ailleurs, les chercheurs ont un nom pour ça, ça s'appelle la réponse Fawn, F-A-W-N. C'est la quatrième réponse de survie face à un danger. La moins connue, apaiser le danger plutôt que de le fuir ou de le combattre. Donc en gros, tu vas venir amadouer le danger en étant très gentille, très serviable, très mignonne, pour pas que le danger soit méchant avec toi. Enfin, en gros, si tu as une bête en face de toi, tu vas essayer d'être gentil, lui sourire, le caresser pour que cette bête ne t'attaque pas. Et aujourd'hui, ça peut prendre des formes beaucoup plus sournoises que tu l'imagines. Par exemple, tu dis tout le temps c'est pas grave alors qu'au fond de toi, t'es au bout de ta vie si quelqu'un te fait quelque chose. Tu réponds comme tu veux alors que non, t'as déjà une préférence mais t'oses pas trop le dire. Tu restes dans des jobs et des relations qui te vident parce que partir, c'est décevoir ton boss ou tes collègues. Et au final, tu acceptes des heures sup sans broncher, tu commences toutes tes phrases par excuse-moi de te déranger, et à force de t'effacer pour tout le monde, tu sais même plus qui tu es, tu sais même plus ce que tu veux toi, du coup tu t'es conformé à faire ce que les autres veulent. C'est ce que tu veux finalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très sournois, mais oublie pas que ton besoin de plaire, c'est pas du tout une faiblesse, c'est surtout un comportement anxieux qui est venu justement de ton enfance, qui a appris que l'amour se mérite. Maintenant, comportement numéro 6. Comportement anxieux numéro 6 est le dernier, la procrastination. Tu te sens vidée, éteinte dans le brouillard, t'as plus l'élan de rien, t'as plus envie de rien, t'as plus d'énergie, tu procrastines, tu te sens spectatrice de ta propre vie comme si t'étais derrière une vitre. Tu ressens de la dépersonnalisation, de la déréalisation. Et le pire, c'est que tu culpabilises d'être comme ça, parce que t'as tout pour être heureuse, soi-disant, et t'es ambitieuse en fait, t'as envie de faire des choses, mais t'arrives pas à t'y mettre, et quand tu t'y mets, t'abandonnes. Mais d'où ça vient ce comportement? Ben, il y a une explication. Tu as vécu des situations ou une situation précise où tu ne pouvais ni fuir ni te battre contre une menace. Et tu l'as vécu de manière répétée. Peut-être pendant une enfance où tes émotions étaient ignorées ou minimisées. Tu as appris que t'exprimer ne servait à rien. Peut-être un stress tellement fort, tellement longtemps, que ton système nerveux a choisi la seule sortie qui restait, de te déconnecter de la réalité pour supporter ces situations. La leçon que ton système nerveux a retenue, c'est qu'il n'y a pas d'issue, alors à quoi bon fera que tu souffriras beaucoup moins. Et aujourd'hui, ça peut prendre des formes beaucoup plus sournoises que tu peux l'imaginer. Par exemple, ça te fait scroller pendant des heures, ça te fait ignorer plein de messages non lus et perdre des amis parce que ces amis-là pensent que tu les snobs. Tu dors beaucoup, mais tu es toujours fatigué, tu commences plein de projets et tu les abandonnes au milieu ou juste avant d'arriver au bout. Tu ressens plus trop les émotions, tu sais plus si tu es triste, en colère, anxieuse et en fait, tu as vraiment l'impression au fond de toi d'être flemmarde, d'être, nulle, d'être sans motivation alors que ton système nerveux, il est juste en mode économie d'énergie forcée. C'est super sournois comme je te l'ai dit. Mais n'oublie pas ton extinction, cette extinction, c'est pas de la paresse, c'est ton système nerveux qui t'a protégé et qui te protège encore en coupant le courant pour que ta douleur soit moins forte. Alors, est-ce que tu t'es reconnu dans un de ces comportements anxieux dans lequel, peut-être que tu en as même plusieurs, hein, c'est normal, moi aussi je me suis reconnue dans plusieurs, on a tous un mixte
de ces comportements anxieux si on a de l'anxiété, mais il y a toujours un profil, un comportement anxieux qui est dominant. C'est celui que ton système nerveux met en place en premier en situation anxiogène. Et le fait de connaître ton profil dominant, c'est pas juste intéressant, bien que oui, moi je trouve ça, moi j'étais très curieuse de le savoir et de le connaître, parce qu'on a tous envie de connaître, de se découvrir un peu mieux et de mieux se comprendre, mais c'est surtout la clé pour te sortir de l'anxiété. Et je t'explique mieux pourquoi. Chaque profil, c'est un état de ton système nerveux différent et donc une manière différente de se réguler. Ce qui apaise un comportement d'évitement va augmenter l'anxiété chez une personne qui est en hypervigilance avec son corps. Ce qui va aider la femme qui contrôle tout va empirer la situation pour la femme qui procrastine ou qui est dans la déréalisation constante. C'est exactement pour ça que peut-être que tu as tout essayé, plein de méthodes, mais que ça n'a jamais fonctionné sur du long terme. Tu utilisais, tu utilisais les clés d'un autre profil que le tien. Alors du coup, depuis que j'ai découvert ça, j'ai décidé de faire changer les choses et de vous apporter les bonnes clés selon votre profil d'anxiété. Et j'ai donc créé un quiz gratuit. Quel type d'anxieuse es-tu? En 2 minutes, tu découvres ton profil dominant, ce que ça révèle de ton histoire, un exercice personnalisé à ton profil pour réguler ton système nerveux par le bon exercice en fonction de ton système nerveux et l'état de ton système nerveux. Et encore autre chose, tu reçois un plan d'action personnalisé en fonction de ton profil d'anxiété. Et ensuite, encore un bonus. Donc bref, plein de cadeaux. J'ai déjà partagé le quiz sur Instagram et c'est un vrai succès. Les femmes qui ont déjà testé les exercices ont adoré. Elles m'ont même dit que ça avait eu des effets incroyables sur elles. Le lien du quiz est dans la description. Ça prend 2 minutes, c'est gratuit. Donc fonce le faire et le tester et viens surtout me dire ensuite, soit sur Insta, soit par email, si tu t'es reconnu dans ce profil-là. Tu peux aussi télécharger les notes de cet épisode gratuitement, comme d'habitude. Le lien se trouve dans la description. C'est donc un condensé de toutes les informations que je t'ai apportées ici, plus un exercice pour aller plus loin. Et oublie pas ma phrase signature, on ne peut pas toujours contrôler la vague, mais on peut apprendre à surfer dessus. Allez, prends soin de toi, je t'envoie plein de belles ondes positives et à la semaine prochaine. Ciao!